Bienvenue sur TV78. Toute cette semaine, nous allons remonter le fil des meilleurs moments de notre émission le 7-8. C'est votre émission qui vous relaie l'actualité, vous donne des infos pratiques et vous donne aussi des idées de sortie à faire dans les Yvelines. Premier numéro de ce best-of consacré au premier jour du mois d'octobre. Vous vous souvenez sans doute des longues files d'attente devant les stations d'essence. Oui, ce début du mois a été marqué par la pénurie de carburant. On évoquera aussi la politique avec une élection législative partielle dans les Yvelines, celle de Jean-Noël Barrot et les confidences d'Aurore Berger sur son rôle de présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. C'est parti pour ce best-of du 7-8. Bonsoir Mathilde. Bonsoir Grégory. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Grégory. Vous êtes parés pour cette nouvelle tranche d'information ? C'est un plaisir d'inaugurer cette nouvelle émission avec vous. Exactement, puis en plus on va parler politique puisqu'il y a encore des Yvelinois qui ont voté, certains en tout cas, ce week-end. Mais justement, on jette tout de suite un coup d'œil au programme de ce 10 octobre. Des queues interminables et des heures d'attente sans savoir si oui ou non il restera suffisamment de carburant pour sa voiture. Ce week-end, une station sur deux était fermée car non approvisionnée. La grève dans les raffineries est d'ailleurs reconduite. Le préfet des Yvelines a également interdit la vente et l'achat de l'essence dans les bidons, les jerrycans. Ce lundi encore, la pénurie continue dans les stations-service. C'est 30% d'après le gouvernement des stations qui sont impactées. Comme de nombreux Français, nous avons besoin d'essence pour aller travailler. Nous allons voir comment ça se passe autour de Guyancourt dans les Yvelines. Les Yvelines font partie des territoires les plus touchés par la pénurie. Comme pour 10 autres départements, la préfecture a pris des mesures pour éviter la pénurie complète. Parmi elles, l'interdiction du remplissage de jerrycans. On vient tout juste de s'arrêter à la station de Voisin-le-Bretonneux. Comme vous pouvez le voir derrière moi, la file ne désemplit pas depuis le début de la matinée. Les stocks de samplon 98 sont déjà à sec en raison d'une distribution partielle depuis quelques jours. À la une de l'actualité également, c'est cette élection législative partielle avec le résultat du second tour dans la deuxième circonscription et Jean-Noël Barrot l'emporte largement. Oui, hier soir, le ministre délégué au numérique a été réélu à 71,67% dans la deuxième circonscription des Yvelines face à la candidate de la NUPES, Maïté Karif Bédouani. Déjà au gouvernement, il va passer la main à sa suppléante Anne Bergantz, mais le grand gagnant de cette élection reste l'abstention. Seulement 26,17% des votants se sont déplacés aux urnes. Ça n'est pas vraiment une surprise puisque dans des élections législatives partielles, on tourne toujours à peu près autour de 25% de participation. Donc on est un petit peu en deçà, donc ça n'est pas vraiment une surprise. On n'a pas l'effet moteur que peut avoir une élection nationale. On était les seuls à voter en fait en France pendant ces 2 derniers week-ends. Ça pose évidemment la question de l'écart, peut-être qui grandit aussi entre les électeurs et nous, et toute la question de savoir comment on peut ramener les jeunes dans les débats publics et leur donner envie en votant, mais pas que, en participant à la vie civile. La vie politique en général, de pouvoir s'investir. Néanmoins, hormis cette abstention, effectivement, on peut dire que nous avons été largement élus avec Jean-Noël Barrot, donc les résultats des urnes ne portent pas à discussion. En ce qui concerne le fait que ce sera moi qui siégera, effectivement la suppléante, je suis toujours un petit peu étonnée de l'interrogation puisque en fait au mois de juin, c'était le cas de beaucoup de ministres qui se représentaient en législative et ça ne posait visiblement pas de questions. J'ai demandé ma disponibilité, alors vous le savez sans doute, c'est qu'il y a un délai de carence là qui s'applique, donc je ne suis pas aujourd'hui députée, je serai députée dans 30 jours et j'ai demandé ma mise en disponibilité, c'est une chance que j'ai de pouvoir le faire. Mais je travaille encore jusqu'au bout dans cet hôpital à Paris quotidiennement. Vous serez député à la date du 10 novembre. C'est pour ça que dans la présentation, ne soyez pas étonnés pour les téléspectateurs, c'est bien marqué futur député des Yvelines. Acrobate, clown, magicien, je ne parle pas des talents cachés de Nicolas Dandry, mais bien du 20e Festival international du cirque des Mureaux. Il a encore battu des records ce week-end. Nicolas, vous vouliez réagir ? Oui, parce que je vois que dès le début de la saison, vous carburez aux bonnes blagues, Grégory. Non, mais c'est histoire de mettre une bonne ambiance sur ce plateau. Moi, j'ai 170 députés, donc 169 autour de moi, avec moi, et donc il faut évidemment
porter un collectif, ça veut dire quoi? Ça veut dire définir des lignes, des objets politiques qu'on a envie à un moment de porter dans le débat public. Ça définit qui on est. Et puis, j'oublie pas le territoire, évidemment, et le Sud-Yvelines. Et donc, je continue à l'arpenter tous les week-ends. Le mardi est une journée rythmée pour la chef de file des députés Renaissance. Premier rendez-vous, la réunion avec les groupes Modem et Horizon qui composent la majorité présidentielle. Un rendez-vous intergroupe effectué une fois par mois. Objectif, assurer la cohésion de la majorité tout en laissant des marges de manœuvre individuelles aux députés. C'est pas la caserne, encore une fois, d'être dans un groupe politique. C'est un choix d'appartenir à un groupe politique, c'est un choix d'appartenir à un collectif. Et moi, ma responsabilité, c'est d'animer le collectif. C'est quoi la ligne? Qu'est-ce qu'on doit dire? Moi, je dis voilà ce que je recommande. Après, chacun est libre parce qu'à la fin, chacun est jugé individuellement aussi en tant que député et chacun a été élu individuellement en tant que député. Pour occuper cette nouvelle fonction, comme la une de la première victoire d'Emmanuel Macron affichée dans son bureau, Aurore Berger a osé. En général, dans la vie, qu'elle soit, je pense qu'à un moment, il ne faut pas attendre qu'on vous donne les choses. Il faut y aller, il faut oser prendre la parole, il faut oser s'exprimer. Il faut aussi avoir de la cohérence dans les positions qui sont les vôtres, dans les propositions que vous portez. Moi, je suis très fière que la première proposition de loi de mon groupe, ce soit sur la garantie de l'accès à l'IVG pour toutes les femmes. Et je crois que s'ils m'ont choisi, c'est parce que peut-être j'avais de l'expérience du précédent mandat, que j'avais la personnalité qui est la mienne, où ils savent que je peux aller au combat pour eux, que je peux aller au combat dans l'hémicycle, mais que je peux aussi aller au combat pour obtenir vis-à-vis du gouvernement un certain nombre de choses. La situation n'a pas changé, la grève a été reconduite ce mardi chez Total et certaines autres stations-service. En fin d'après-midi, la première ministre Elisabeth Borne a tout de même annoncé la réquisition des personnels des dépôts d'Esso ExxonMobil pour mettre fin à la pénurie. La préfecture des Yvelines a quant à elle accordé ce matin un accès prioritaire aux stations essence à certains professionnels, notamment les professionnels de la santé. Pour vous aider, on vous rappelle qu'on a mis en place sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter de la chaîne une publication interactive où vous pouvez retrouver et partager des informations en temps réel sur les stations essence des Yvelines. Bon plan, si vous êtes comme moi un petit peu allergique au pollen, j'ai découvert une application qui s'appelle Live Pollen, disponible sur tous les téléphones et en fait elle donne l'information des mesures du pollen en temps réel et à proximité. Il me semble qu'il y a une voiture, un véhicule qui permet de détecter la radioactivité d'une ou de plusieurs personnes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Tout à fait, donc un véhicule d'anthropogammamétrie, en langage un petit peu compliqué, c'est des véhicules qui permettent de mesurer la contamination interne des personnes, soit en situation normale, pour du suivi de travailleurs par exemple, soit en situation accidentelle, si d'aventure on devait avoir à contrôler la population civile ou des intervenants sur le site. Et à ce moment-là, on peut détecter assez rapidement les niveaux de contamination de ces personnes, de contamination interne, puisque c'est plus facile d'accéder à la contamination externe. En revanche, une fois qu'elle est ingérée, on pense notamment à l'iode, à ce moment-là, c'est plus compliqué. Mais donc, le but de ce camion, c'est de fournir un résultat pour évaluer la dose engagée de ces personnes. Et alors, si vous détectez quelqu'un ce week-end, comment ça se passe ? Alors, normalement, ça ne devrait pas arriver, mais à ce moment-là, il sera pris en charge, évidemment, comme tout examen qui est réalisé dans ce camion, il est pris en charge par un médecin. En quelques clics, des algorithmes prouvent que cette image est falsifiée. Parmi eux, celui créé par une jeune Yvelinoise, Tina Nikuka, est doctorante en mathématiques appliquées. Le but de ma recherche, c'est de créer des algorithmes qui sont capables de savoir ce qui est arrivé à une image et donc d'en détecter les anomalies. Donc si une image, je sais qu'elle a subi telle opération, parce qu'une image subit une suite d'opérations mathématiques, si je sais qu'elle a subi telle opération en particulier, je peux voir localement dans l'image s'il y a des parties qui n'ont pas subi la même opération. La programmation, généralement, elle est sur 3 axes. Bien sûr, l'axe culturel, donc avec la dédicace, avec l'accueil des auteurs, toutes les animations qu'on peut avoir aussi autour de la thématique BD, mais aussi un axe, je dirais, pédagogique social. On va utiliser cet outil, comme c'est le cas dans le reportage qu'on vient de voir, où l'on va essayer d'utiliser en fait la BD comme un outil pour aller vers des publics qu'on dit empêchés ou qui n'ont pas accès à la culture, voilà. Et donc avec l'idée bien sûr de reprendre confiance, de vivre une expérience unique. C'est vraiment des retrouvailles. Il n'y a
pas de performance artistique en soi. Et puis petit à petit, on se rend compte que les gens en fait commencent à s'ouvrir et à démontrer en fait leurs capacités, parce qu'on a tous des capacités, que ce soit les enfants, les jeunes, les adultes. Le tout, c'est d'aller les chercher et avec le bon moyen. On continue de feuilleter cet album du mois d'octobre, retour notamment sur l'Université des mairies de l'Ouest parisien et sur la visite de Brigitte Macron, c'était à Poissy. Nous terminerons cette émission par un grand moment d'émotion vécu au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Alors c'est l'occasion de rencontrer les maires d'autres communes pour partager, mais c'est aussi parce qu'on a des thématiques qui nous sont communes avec des experts et on peut échanger, on peut venir chercher des idées nouvelles, on peut partager des idées et puis on peut aussi recevoir un prix, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et oui, le prix de l'innovation pour la cité éducative. Absolument. Simone Veil qui ouvrira ses portes quand ? Ah ben on l'espère, septembre 2025. 2025. Catherine Vautrin, qui est la présidente de l'ANRU, c'est l'Agence nationale de la rénovation urbaine, est venue justement hier, c'était le 11 octobre, dans les Yvelines, dans 2 communes, Chanteloup-les-Vignes et Les Mureaux. Et Les Mureaux. Communes, on pourrait dire, qui n'ont pas les mêmes couleurs politiques, mais au fond, les problèmes sont les mêmes. Les problèmes sont les mêmes, c'est des communes de cette grande vallée de la Seine qui ont eu des constructions très importantes pour accueillir les populations, entre autres, de l'industrie automobile, et c'est Poissy, Chanteloup, Les Mureaux, Mantes-la-Jolie, voilà, c'est en fait les mêmes populations, ça a été les mêmes histoires, c'est les mêmes populations, c'est la même volonté de faire évoluer nos villes, de normaliser nos villes, de redonner du cadre de vie, de la qualité de vie à nos habitants. Et de refaire de la mixité aussi, parce que notre but, ça n'est pas que de faire de l'urbain. Notre but, c'est d'accompagner avec tout un tas de processus et dispositifs originaux, le plus originaux possible, les habitants, entre autres les enfants, parce que c'est aussi les habitants de notre territoire, à être des vrais citoyens et à réussir avec leurs propres compétences. Faire de l'urbain, c'est aussi refaire la ville sur la ville, et puis c'est aussi donner à tout habitant, donc qu'il soit, la capacité d'avoir un parcours résidentiel. Ça, c'est très important. Il ne faut pas que les gens soient enfermés dans un lieu, il faut qu'on leur donne les occasions de choisir là où ils veulent vivre. L'ensemble de notre projet de renouvellement urbain à Chanteloup-les-Vignes, il est effectivement la cité éducative. C'est quoi la cité éducative ? C'est l'endroit où l'ensemble des acteurs qui accompagnent l'enfant dans son évolution peuvent porter le projet ensemble. Ça veut dire quoi ? En gros, c'est ici, nous sommes tous acteurs de l'éducation. Vous les enseignants, vous les animateurs du périscolaire, vous les associations qui accompagnent l'enfant hors temps scolaire, mais surtout vous les parents qui êtes le premier éducateur, et vous les enfants parce que vous avez, selon votre âge, des choses à dire. Et comment on peut, et nous on travaille depuis début 2019, on est accompagnés, on travaille sur un projet pour que les acteurs travaillent ensemble. Chez nous, ces acteurs que je viens de vous citer, ils ont travaillé ensemble pour dire quelle était la lecture de l'école de demain selon eux, l'école complètement mutualisée où on partageait tous les projets. Notre lecture, donc leur lecture, s'est transformée en un cahier des charges qu'on a remis aux architectes pour en faire un concours d'architectes. Et maintenant, les architectes qui ont été retenus sont en train de créer l'objet dans lequel l'ensemble de ces acteurs vont fabriquer leurs projets. Et comme en fait, ça se fait avec déconstruction, reconstruction de cette cité éducative qu'on pourrait comparer à un campus. Et en gros, c'est la maternelle, l'élémentaire, le collège, le périscolaire, la bibliothèque, médiathèque, la maison des parents. Et comme en fait ça se construit sur un endroit où on démolit des écoles, il y avait ce temps intermédiaire qu'il fallait utiliser. Et ce temps intermédiaire, on a décidé de construire ce qu'on appelle la cité Champeau. C'est un lieu unique construit en moins de 10 mois, avec des conceptions extrêmement nouvelles dans l'architecture, qui est vraiment l'incubateur. Et actuellement, dans cette cité Champeau qu'on a ouvert au début de l'année, il y a tous les enfants de cette école qui vont après retrouver ce grand campus, qui vivent ensemble avec l'ensemble de leurs éducateurs. C'est vraiment cet incubateur du grand projet cité éducative. Les maires de Saint-Quentin en Yvelines sont réunis il y a une semaine à l'hôtel de l'agglomération pour évoquer les difficultés budgétaires de leur commune. L'objectif, c'était de faire prendre conscience de la situation financière difficile des collectivités territoriales, comme vous l'avez dit, par rapport à la baisse des dotations de l'État, et puis avec la conjoncture actuelle de la crise énergétique. Écoutez.
Pour la ville de Montigny, par exemple, sur 70 équipements publics, j'en ai 40 concernés par le décret tertiaire. J'en ai un là que je vais refaire, c'est le gymnase Pierre de Coubertin. Un gymnase, c'est 9 millions d'euros minimum de travaux. 40 bâtiments à refaire. Si je le fais tout seul avec les diminutions de dotation de l'État, eh bien je n'y arriverai pas. Les conséquences de cette inflation sur le budget des Clés-sous-Bois, par exemple, c'est à peu près 1,5 million d'euros à trouver pour l'an prochain. 1,5 million d'euros, c'est à minima 15% d'augmentation des impôts. Alors vous voyez le sujet de l'autonomie financière dont on a entendu parler, l'autonomie financière des collectivités, mais les élus demandent aussi la mise en place d'un bouclier tarifaire sur l'énergie et un accompagnement financier sur les travaux d'isolation thermique des équipements publics demandés par l'État. Toutes les deux, on se prédestinait pas forcément au journalisme au début. On a fait une classe préparatoire littéraire ensemble parce que des sujets variés nous intéressaient. Et après, ça s'est fait un petit peu naturellement, justement, cette idée de pouvoir toucher à tout, apprendre un peu tous les jours, rencontrer des gens et pouvoir informer. Voilà. Et puis avec l'actualité qui est très chaude également en ce moment, forcément on prend plaisir à toujours creuser cette actualité. Et c'est également ça que demande le métier de journaliste. Donc une vocation qui est venue sur le tard plutôt. Nicolas, c'est bon, j'ai présenté nos invités, nos étudiantes. Vous pouvez poser votre question. Alors justement, on a parlé de nos expériences, nos premières expériences. Vous, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une personnalité qui vous a marqué de la voir, d'échanger peut-être avec elle, personnalité politique ? Alors nous, on a fait une interview en live d'un gendarme sur le stand de la gendarmerie. Et au milieu de l'interview est arrivé Gérard Larcher. Donc ça a été aussi assez impressionnant de devoir gérer le cadrage, etc. Et de voir arriver cette personnalité qu'on avait vue que sur les plateaux télé. Mais c'est comme le deuxième personnage de l'État. Exactement. Donc, très impressionnant. Et puis au-delà de ça, ça nous a aussi vraiment, ça nous a montré que le journaliste devait être un caméléon, devait vraiment devoir s'adapter et être aussi très polyvalent. Donc on a vraiment été confrontés à ça et ça a été un réel plaisir. L'interview d'un gendarme, c'est l'occasion de repréciser que c'est vrai, c'est un rendez-vous pour les élus, mais c'est aussi pour rencontrer justement tous leurs partenaires, des professionnels, des entreprises, des institutions qui étaient présentes aujourd'hui sur ces pyramides du Port-Marly, pour ces universités des mairies. Vous avez parlé de l'interview d'un gendarme, vous avez croisé aussi Gérard Larcher. Qu'est-ce que vous avez pu faire d'autre aujourd'hui sur cette journée ? Alors pendant la première partie de la matinée, on a été pris en charge par Michael, qui nous a vraiment formés pour la caméra. Donc il nous a appris au cadrage, faire du cadrage. Et puis la deuxième partie de la journée, pendant l'après-midi, on a été beaucoup plus autonome, beaucoup plus libre. Mélanie nous a indiqué quelques directives et puis après on a pu aller interviewer des élus, des maires et c'était aussi un plaisir. Juste. Oui. On sait que vous, Grégory, votre rêve, c'est une interview avec Gianluigi Buffon, le grand gardien de football italien. Est-ce que vous avez un rêve, une personnalité que vous souhaitez interviewer ? Il révèle ma vie secrète, Nicolas Landry. Mais bon, oui, est-ce qu'il y a peut-être un aboutissement pour vous dans cette carrière, peut-être une personnalité, un événement peut-être. Un événement, un sujet que vous rêveriez de traiter. Moi, je pense que au-delà des interviews, ce que j'aimerais, c'est pouvoir découvrir aussi d'autres pays par le journalisme et pouvoir couvrir un peu plus l'actualité internationale, au-delà d'une personne en particulier, aussi la découverte à travers le journalisme. Ouais. Enza, le mot de la fin, la petite question pour vous ce soir. Moi, je voudrais vraiment remercier, je pense, au nom de nous deux, on voudrait remercier l'équipe TV78 et puis Michael et Mélanie qui ont vraiment, les remercier pour leur bienveillance et puis les conseils précieux qu'ils nous ont donnés pendant toute cette journée. Un grand merci. Mais merci à vous Enza, merci Solène. On découvrira votre travail notamment demain. On diffusera un reportage sur ces universités des mairies de l'Ouest parisien. On peut le découvrir d'ores et déjà également sur les réseaux sociaux de TV78. Merci et bravo et bonne suite dans vos études, dans votre carrière. Merci beaucoup. Après 3 défaites, le FC Versailles renoue avec la victoire. Il s'est imposé 2-1 face au Mans grâce à une superbe frappe de Djoko à la 22e et un but de Prunier à la 27e minute. Le FC Versailles fait un bond dans le classement en se retrouvant sur le podium à seulement 3 petits points de Concarneau et Dunkerque. Je sais que vous adorez le foot, Céline. Hier, vous avez parlé d'une signature à Versailles. Vous vous souvenez du joueur qui a signé à Versailles, la petite colle ? Comment s'appelle-t-il ?
J'en ai aucune idée. Voilà, c'était la petite com en direct. Mathieu Dossevi, ancien joueur professionnel et qui est d'ailleurs passé par le Mans, qui a signé à Versailles. Versailles qui a enregistré l'arrivée de nombreux renforts et d'anciens joueurs professionnels. On peut citer aussi Jeremy Lance, pardon pour cette petite. Voilà, je suis expert du foot, c'est facile. Peut-être que vous pourrez me poser une petite colle tout à l'heure. J'essaierai. Dans le cadre d'Octobre Rose, Brigitte Macron était à Poissy ce mercredi 12 octobre pour visiter la maison Les Trois Arches. Ce centre d'accompagnement au cancer a pour objectif de soutenir les patients et les proches touchés par la maladie. Depuis son ouverture en 2021, la maison a accueilli 110 personnes. Tous les patients que j'ai rencontrés me disent tous que ça va mieux, que ça participe tout à fait aussi à leur guérison. Donc il y a aussi une rassurance que le patient peut avoir parce qu'il comprend tous ces symptômes qu'il a autour de la maladie. Ici, il ou elle va comprendre ce qui se passe. Non seulement il va comprendre, mais il va partager avec d'autres parce qu'on ne peut se comprendre qu'entre patients. Constituée de 3 pôles, information, soins oncologiques et mieux-être, la maison Les Trois Arches permet aux femmes qui souffrent ou ont souffert du cancer du sein de se retrouver pour des ateliers. On explique aux patients quelles sont les recommandations nutritionnelles pour éviter les récidives, comment s'alimenter aussi pendant les traitements. Par exemple, pendant la chimiothérapie, la radiothérapie, il y a beaucoup d'effets secondaires indésirables, de la fatigue, ils n'ont pas toujours l'énergie, l'envie de se nourrir. Nous participons à l'atelier Retour en emploi, qui est un cycle de 5 ateliers qui permet justement aux personnes sous contrat de travail en arrêt de pouvoir avoir un espace pour poser toutes leurs questions, leurs interrogations sur le retour en emploi. Est-ce que ça va être possible? Dans quelles conditions? Ce genre de structure est peu connu en fait des femmes qui ont un cancer du sein et en fait elles l'ont toutes dit, vraiment ça leur a permis de pouvoir rencontrer d'autres femmes qui souffrent de cette maladie, de ce cancer et du coup ça les aide en fait de parler, elles se comprennent mieux. Mais je vous vois acquiescer le côté lien, rencontre. C'est ça et c'est aussi pluridisciplinaire, c'est-à-dire que ça touche vraiment tous les aspects hors soins médicaux purement faits à l'hôpital. Là c'est complètement, ça les accompagne dans même la réinsertion à l'emploi, le sport, savoir prendre soin de soi. C'est vraiment, il y a tous les domaines. Et ça, c'est très agréable pour elles, finalement. Sur Brigitte Macron, même si elle est la première dame, la femme du président de la République, elle était plutôt abordable, c'était plutôt facile de lui poser des questions. Très accessible, elle a parlé à tout le monde, elle a même fait des petites blagues, non, elle était accessible. C'était très émouvant aussi à certains moments, prenait vraiment le temps de discuter et d'apprendre à les connaître aussi. Oui, c'est vrai que plusieurs femmes du coup ont pleuré suite à sa visite d'émotion, quoi. C'était un moment fort. J'ai eu beaucoup de mal à accepter, je ne m'attendais pas du tout à ça en fait. Franchement non, pour moi c'était une visite de contrôle, même s'il y avait quelque chose, je pensais que c'était autre chose. Et quand on m'a diagnostiqué, qu'on m'a dit le mot cancer, je me suis vraiment effondrée, vraiment. Et ça a été très très dur pour moi, oui je me suis isolée. Je me suis isolée même du corps médical. Il fallait que je reprenne confiance en moi, il fallait que je comprenne ce qui se passe. Voilà, ça a été vraiment un tremblement de terre pour moi, vraiment. Alors comment s'est fait le lien avec les Trois Arches? Parce qu'on a bien compris que l'objectif de cette structure, c'est d'accompagner les personnes qui sont malades. Comment vous avez connu les Trois Arches? Comment s'est fait le lien justement avec la structure? Alors en fait, je culpabilisais beaucoup de ne pas reprendre le travail à la fin de ma chimio. Et donc j'ai passé des mois et des mois à ne rien faire, à rester sur le canapé à ne rien faire et ne pas savoir ce que j'allais faire par la suite parce que j'étais fatiguée et je n'avais pas le moral. Mais je me suis dit, le seul moyen c'est de reprendre le travail. Donc je suis allée voir mon médecin traitant, pensant pouvoir reprendre le travail et je me suis effondrée. Je lui ai dit en fait j'en suis pas capable. Il m'a donné les coordonnées d'une psychologue. Finalement je ne suis pas allée voir. Et par chance, le lendemain, je suis allée sur les réseaux sociaux de la ville de Poissy et j'ai trouvé un programme sur les Trois Arches dans le cadre d'Octobre Rose, justement, voilà, l'année dernière. Et je me suis dit, waouh, c'est ma chance en fait. Ça représentait tout ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Donc des soins socio-esthétiques pour réapprendre à se maquiller, à reprendre confiance en moi. Il y avait de l'activité physique adaptée, moi qui ne faisais plus rien, qui n'avais plus d'énergie pour rien. Voilà, j'ai trouvé ça avec un personnel encadrant.
Enfin, il y a tellement de choses qui ont été faites pour moi que je remercierai jamais assez les Trois Arches pour ça. Et j'ai fait aussi l'atelier de sophrologie, voilà, Oui. pendant un bon bout de temps. Voilà, et c'est très très important parce que ça m'a permis d'avoir un personnel encadrant qui est à l'écoute des patients. Et puis j'ai pu trouver aussi d'autres patientes avec moi qui ont su me comprendre. Et c'est vraiment important, cette solidarité, cette écoute, cette bienveillance C'est ça, oui. qu'on peut avoir au sein des Trois Arches. Et voilà. Ça vous a aidé à On sortir va tous ensemble. de l'isolement, et le mot important, c'est la confiance. Ça vous a aidé à reprendre Oui. confiance, est-ce que vous dites? Oui, oui, tout à fait. Ça a été vraiment un vrai tremplin pour moi. Revoir aussi une psychologue aussi. Ça m'a permis aussi de libérer aussi ma parole. Il y a des groupes de parole aussi dont j'ai pu bénéficier. Voilà, j'ai fait tout ce que j'avais pu, voilà, tout ce dont j'avais besoin, j'ai pu le faire. Et ça m'a beaucoup aidé. J'ai fait l'atelier pour le retour à l'emploi, alors qu'au moment où je l'ai fait, je n'étais vraiment pas en état de reprendre le travail. Je me posais beaucoup de questions sur la suite. Et Parce que vous êtes arrêté depuis décembre 2020, hein, c'est bien ça? C'est ça. Et j'ai pu reprendre en fait confiance en moi grâce aux ateliers, et j'ai pu reprendre effectivement en temps partiel thérapeutique depuis début juin. La pollution lumineuse est une des principales causes de la disparition des insectes, puisqu'elle fragilise les équilibres biologiques des écosystèmes. L'éclairage, c'est aussi le deuxième poste d'investissement dans les communes de France métropolitaine. Autre chose, quand on lève les yeux au ciel, malheureusement, on distingue plus qu'une vingtaine d'étoiles, mais vous avez peut-être déjà fait l'expérience en campagne, loin des villes. On peut en observer jusqu'à plus d'1 millier. Donc voilà, c'est beaucoup plus restreint. Et enfin, l'Académie nationale de médecine a également demandé à classer l'exposition à la lumière de la nuit dans la liste des agents perturbateurs endocriniens, responsables par exemple des troubles du sommeil. Et c'est vrai qu'on peut même observer, on me le signale à l'oreillette, voilà, je le dis et je suis franc dans cette émission, des fois on peut même distinguer l'ISS lorsque Totalement. le ciel est dégagé, et c'est vrai que quand on se trouve en ville, c'est un peu difficile. On voit cette effectivement. auréole blanche à la place des étoiles. On est désormais à 258 jours, si je ne m'abuse, des Jeux Olympiques de Paris 2024, avec plusieurs épreuves qui vont être accueillis sur le territoire des Yvelines. Alors je sais que Mathilde, on vous verra pas forcément du côté du Vélodrome en 2024, vous avez une passion plutôt pour les sports équestres, mais à Versailles, il y aura les sports équestres qui se dérouleront à Versailles. Bah oui, Grégory, j'attends avec impatience. Je pense que ça va être magnifique d'installer ces jeux équestres à Versailles au cœur du jardin. Ça va être vraiment grandiose. C'est ça, c'est au cœur du parc du château de Ouais. Versailles, donc on aura un super panorama pour Et puis ces il y JO. aura toutes les épreuves, parce qu'il y aura le dressage, le saut d'obstacle, le jumping, le cross avec le concours complet, et je crois qu'il y a même peut-être des épreuves d'endurance aussi, donc ça va être... pour une passionnée comme moi, ça va être génial. Alors, le passionné de sport que je suis, que vous êtes également, on l'attend aussi avec impatience, parce que dans une vie, on va peut-être le vivre qu'une fois. Est-ce qu'il y a un engouement pour vous, Gabrielle, Céline, autour de cet événement? Gabrielle? Oui, également. Hein, c'est une fierté d'avoir des épreuves juste à côté de chez nous. Donc oui, on a hâte de les découvrir. Céline? Mais pareil, mais je pense que l'équitation, c'est ce qui retient le plus mon attention aussi, de tous les sports proposés. Et en plus de ça, ça se déroule dans les Yvelines. C'est Il y ça. a plusieurs épreuves. Il y aura le VTT sur la colline d'Elancourt, le BMX autour du Vélodrome national, le golf au golf national de Saint-Quentin en Yvelines. On a même appris que le marathon des JO allait passer, pour une partie en tout cas, dans les Yvelines. Donc il y aura de quoi se mettre sous la dent pour 2024. Fanny Cauchois-Aune se met en condition. Cette cycliste morpasienne de 21 ans va participer cette semaine au championnat du monde de cyclisme sur piste 2022 au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Spécialiste de la course au point, la 13e mondiale va courir sous les couleurs du Laos. Un choix de cœur. Mon arrière-grand-mère est laotienne et elle est venue vivre en France après, et j'ai beaucoup d'attaches pour la famille et je voulais représenter les couleurs de mes origines. Avec le Laos depuis officiellement 2 ans, Fanny a déjà participé à plusieurs compétitions dont les championnats asiatiques en juin dernier. Une carrière internationale qui se fait loin de l'équipe de France. Je n'ai jamais été contactée par l'équipe de France. Et comme j'arrivais à un âge où il fallait que je décide si vraiment je voulais faire du haut niveau ou pas, j'ai fait le choix de représenter le Laos.
Lors de ces championnats du monde de cyclisme sur piste 2022, Fanny ne se sentira pas dépaysée. La jeune athlète s'entraîne régulièrement sur les créneaux tout public dans la structure située à quelques kilomètres de chez elle. Ici, la sportive a ses repères. Je pense que c'est un léger avantage par rapport à d'autres nations qui ne l'ont jamais vu ou moins vu. C'est vrai que moi, je m'entraîne quasiment tous les jours ici. Donc oui, je pense que ça peut être un avantage par rapport à certaines personnes. Pendant ce rendez-vous yvelinois, la pistarde, seule représentante de son pays, partagera son box avec l'équipe d'Algérie. À domicile, elle aura à cœur de briller devant son public en finissant le plus haut possible. Sa course est programmée ce dimanche 16 octobre. Il est venu le temps, non pas des cathédrales dans cette émission, même s'il sera question de Moyen-Âge dans un instant, mais de la première chronique en plateau, sur le plateau de TV78 de Gabriel Gontier. Ça va, pas trop de pression? Ça va. Tout devrait bien se pour cette passer. première chronique. Vous allez nous parler des idées de sortie du week-end, c'est en tout cas votre sélection des idées de sortie du week-end, et vous commencez par le Festival de la BD de Buc. C'est un rendez-vous classique chaque année à l'automne, et ça revient pour une 29e édition. Tout à fait Grégory, cette année encore le festival accueille une 50aine d'auteurs, adultes, jeunesse, mais aussi français et internationaux. Au programme du week-end, des dédicaces, des rencontres avec les auteurs, des expositions et des animations une fois encore. Les petits et grands vont pouvoir retrouver leurs personnages préférés. Oui, cette année on retrouve Spirou, les profs, Yakari et bien d'autres, de quoi faire le bonheur des passionnés de BD, je pense. Vous en avez des préférés peut-être de BD? Petite préférence peut-être pour Spirou, mais... Céline, je vous pose pas la question parce que vous aviez déjà donné quelques éléments de réponse mardi dans le 7-8. Voilà. Mais c'est Mathilde qui vous avait posé la question, donc on va lui poser la question. Vos personnages préférés? Alors moi c'est une BD peu connue en fait, ça s'appelle Julie Claire Cécile, c'est une BD belge et voilà, c'est une BD peu connue mais que j'adorais lire quand j'étais plus jeune. C'est l'histoire de 3 jeunes femmes. Donc la fête de la BD, ça se passe ce week-end du côté de Buc. Alors c'est tout aussi immersif, c'est à Châteaufort cette fois-ci, avec aussi un rendez-vous traditionnel, c'est la foire médiévale, c'est ce week-end. Oui, complètement traditionnel, on peut le dire. C'est la 36e édition de la foire de Châteaufort. En immersion, les visiteurs seront projetés des siècles en arrière pour retrouver l'ambiance du Moyen-Âge, avec des décors de rue, des activités, des moyens de se restaurer aussi à la manière de l'époque. Alors, prévoyez votre meilleur costume, Grégory, si vous comptez y aller ce week-end. Bon, ça devrait passer peut-être, ça, je non, suis mais pas sûre, costume non. plutôt médiéval, avec peut-être une armure à prévoir pour cette foire médiévale. Alors, pour les plus téméraires, c'est pas forcément mon cas, il y a le musée Maurice Denis qui propose une murder party, c'est samedi soir. De quoi sera-t-il question? C'est ça, le musée vous propose d'enfiler cette fois votre casquette de détective pour résoudre, tenez-vous bien, une enquête criminelle. L'escape game vous plonge alors dans une soirée tragique des années 1875 où l'hôte de la soirée, Charles Bondois, va subitement être assassiné. Et ça se passe au sein même du musée. C'est ça, c'est ce qui rend l'expérience assez impressionnante et immersive. Le jeu prend place au sein même des salles d'exposition dans un décor aménagé pour l'occasion. Est-ce que c'est accessible à tous? Alors pour vous, pas de souci Grégory. En revanche, c'est déconseillé pour les moins de 15 ans. Un autre événement à retenir peut-être ce week-end pour terminer? Oui, dans le cadre de la Semaine du Goût, samedi et dimanche, un parcours du goût est organisé à Montigny-le-Bretonneux. Il est ouvert au grand public. Le salon donne lieu à un concours culinaire qui est destiné à des jeunes pris en charge dans le cadre de la PJJ. Alors la PJJ, c'est la protection judiciaire de la jeunesse. L'objectif, Grégory, ici, c'est de favoriser l'insertion de ces jeunes. Et à l'occasion de cet événement, d'ailleurs, le garde des Sceaux est ce jeudi soir dans les Yvelines. Tout à fait, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, se rend ce soir à Versailles pour signer plusieurs conventions, notamment une avec le CFA Médéric et la Maison La Durée pour prévoir l'accueil des jeunes de la PJJ en stage et en contrat d'apprentissage. En murder party, foire médiévale, festival de la BD, semaine du goût peut-être. Faites votre choix, Mathilde. C'est compliqué là, tous les choix sont assez tentants, j'ai envie de dire. Foire médiévale, je dirais. J'irais un peu moins à la murder party. J'avoue que tout ce qui est horreur, c'est vrai que la foire médiévale a fait sensation au sein de la rédaction, si je puis dire. Tout le monde en a parlé cet après-midi. On a déjà des expériences et c'est vrai que... On va tous se retrouver là-bas ce week-end. La foire médiévale peut-être ce week-end. Et du côté de Châteaufort, merci Gabriel, c'était très bien. Merci beaucoup pour ces idées de sortie. Alors. En 61, on est parti en catastrophe d'Alger, où je suis né donc. Et quand j'ai vu ces images, enfin c'est la télévision, l'exode des Ukrainiens, moi ça m'a tout d'un coup fait rappeler mon enfance où j'avais 14 ans, on est parti en catastrophe. Voilà, pour ça je me suis dit, moi, mon petit niveau de musicien, il faut que je fasse quelque chose. Et plus de 60 000
Ouais, il y a plus de 60 000 Ukrainiens qui sont arrivés en France d'après le gouvernement entre février et septembre 2022. En plus de ça, on voit que le conflit reprend de l'ampleur en Ukraine avec des bombardements aussi qui se font de plus en plus présents en Ukraine. C'est important de ne pas les oublier, les Ukrainiens, de ne pas oublier Vraiment. ce conflit. Exactement, parce que je me rends compte qu'il y a actuellement une baisse d'intérêt, je pense, pour ces réfugiés ukrainiens. C'est pour ça que je veux absolument faire quelque chose. Là, on a décidé, étant moi-même président du Lions Club des Essarts-le-Roi, j'ai contacté les Lions Club des Yvelines et tout le monde a répondu présent. Et il y a en tout 22 clubs qui ont accepté de participer avec moi dans cette action. Et ça, j'en suis tellement heureux que tout le monde ait répondu présent, quoi. 5 jours exceptionnels, hein, Grégory. 5 jours où il y a eu des médailles françaises, il y a eu des records, il y avait 51 pays qui étaient présents. Donc oui, c'est du travail, mais c'est avant tout du plaisir. Nicolas Dandré également, bonsoir. Bonsoir Grégory. Qui a été présent sur quelques soirées également au Vélodrome. On reviendra avec vous forcément sur la victoire, ce titre exceptionnel de Mathilde Gros. Ça a ouvert d'ailleurs le compteur des titres pour l'équipe de France sur ces mondiaux. Oui, puis des émotions comme on aime en vivre et comme seul le sport peut en faire vivre. Et on reviendra sur cette famille, la famille Gros qui soutient à chaque compétition sa fille, sa petite fille, voire sa nièce, Mathilde Gros, qui a été championne du monde de la vitesse individuelle. 51 délégations, 420 athlètes, 22 titres décernés sur 5 jours de compétition. Les mondiaux de cyclisme sur piste ont pris fin hier à Saint-Quentin en Yvelines. Coup d'œil au tableau des médailles avec les Pays-Bas qui terminent en tête avec 4 médailles d'or, tout comme l'Italie qui est deuxième, mais avec 10 médailles au total, 4 en argent, 2 en bronze. La France, elle, termine à la 3e place ex aequo avec 7 médailles, 3 en or, 3 en argent et 1 bronze. En 2015, il y avait également eu 7 médailles, mais 5 titres au total. De manière générale, Jean-Michel Richefort, avant qu'on vienne sur les résultats précis des Français, est-ce que vous diriez que ces mondiaux 2022 sont un bon cru ? Oui, ces mondiaux sont forcément un bon cru. L'équipe de France était quand même attendue. Il est difficile de transformer et de scorer à domicile. Et bon, dans l'ensemble, je pense qu'on a eu une très belle équipe de France avec des jeunes. C'est pas forcément ceux qu'on attendait. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, mais pour certains, mais dans l'ensemble, oui, ça a été un bon cru. Vous qui avez vécu, Mickaël, les mondiaux en 2015, vous les aviez couverts déjà pour TV78, ces mondiaux 2022, si vous faites le comparatif. En termes de résultats, oui. On parlera de l'événement après. En termes de résultats, en 2015, c'est 5 médailles d'or et 2 de bronze. Là, c'est 3 médailles d'or, 3 médailles d'argent et 1 de bronze. Donc toujours 7 au total, mais avec moins de titres. C'est ça, exactement. Donc c'est forcément, pour moi, moins bien, parce que avec 5 médailles d'or, la France avait surperformé en 2015. Là, c'est quand même pas mal. 3 médailles d'or, mais un peu moins bien qu'en 2015. Oui, mais le débat est lancé. 5 médailles dans les disciplines olympiques. Et ça, c'est très important parce que n'oublions pas que l'objectif majeur, c'est 2024 à domicile. Et ces 5 médailles sont très, très encourageantes pour la direction technique nationale, pour Christophe Manin, le DTN. Et ça, il faut le souligner parce que les disciplines olympiques, ce sont quand même les disciplines où il est le plus difficile d'aller chercher les podiums et les médailles. 23 ans, et on le disait, c'est elle qui a ouvert le compteur des médailles d'or, pas le compteur des médailles, mais le compteur des médailles d'or sur ces mondiaux avec une victoire flamboyante à la vitesse individuelle. C'était vendredi, sacrée championne du monde. Jean-Michel le rappelait devant les 2 Allemandes, Emma Hinze et Léa-Sophie Friedrich. Premier sacre mondial dans l'absolu également pour la jeune pistarde. Écoutez sa réaction. Incroyable soirée, c'est vraiment un rêve. Chanter la Marseillaise devant mon public, sur ma piste. Dans notre vélodrome, enfin nous, toute l'équipe de France, on s'entraîne ici, donc c'est pour tous les autres athlètes, pour tout le staff, pour la Fédé, c'est vraiment, c'est pour eux quoi, c'est top, je pouvais pas rêver mieux ce soir. Et je vous redonne la parole, Mickaël, sur Mathilde Gros, celle qui a sonné un peu le réveil français sur ces mondiaux de piste. Oui, tout à fait. Bon, après, Jean-Michel, elle est à l'avancée masquée sur ces championnats du monde. Elle n'avait pas donné d'objectif particulier pour Mathilde Gros.
mais il fallait qu'à un moment ou à un autre, elle gagne. C'était là, dans ce Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Elle avait échoué aux Jeux Olympiques, on l'attendait beaucoup, on l'annonce comme la future pépite du cyclisme français. Elle a commencé le cyclisme très tard, elle a commencé vers 16-17 ans, elle vient du basketball, elle s'est testée sur un vélo un jour, on lui a dit « T'as du talent, lance-toi sur le cyclisme sur piste ». Génie du sport finalement. Génie du sport, exactement. Finalement, elle performe, elle ne performait pas au niveau mondial pour l'instant. Elle a fait quelques titres, notamment européens, des titres français également. Mais au niveau mondial, pour l'instant, ça coinçait un peu. Et là, on sent qu'il y a peut-être eu le déclic pour Mathilde Gros. Et on sent peut-être un avant-après mondiaux. On va parler de Mathilde Gros et du clan Gros avec Nicolas. On a l'impression qu'il y aura un avant et un après. Peut-être que c'est une nouvelle Mathilde Gros là, qui est lancée tout droit vers ses certainement, JO. Mais c'est le fruit d'un travail acharné pour avoir été témoin de plusieurs séances d'entraînement, notamment avec Grégory Boger. Je pense que là, le travail, à un moment donné ou à un autre, paie. Et là, elle a pris une dimension, sans aucun doute, une dimension supplémentaire. Nicolas ? Pour l'avoir regardé un peu dans sa manière d'appréhender chaque course, on voit qu'elle avait un visage assez fermé. Il y a des photos qui sont assez impressionnantes sur les réseaux sociaux où on la voit juste avant la course chercher le regard de ses adversaires. Le duel avec Friedrich, le duel du regard, il est exceptionnel. Oui, c'est assez exceptionnel. Et puis on voit qu'elle était beaucoup plus déterminée à se claquer, limite de faire un mini AK, se claquer les cuisses, se claquer les pectoraux. On voyait plus de détermination, je ne sais pas, à votre avis, Jean-Michel ? Oui, absolument. Très rapidement, elle a pris une dimension, effectivement, et là, surtout en sprint, où il faut prendre l'ascendant sur l'adversaire, même avant le match. Et je pense qu'il y a une grosse part de bluff aussi. D'habitude, c'est elle qui subissait le bluff des adversaires, et là, finalement, c'est elle qui a pris l'ascendant, tout simplement. Avec, on s'en souvient, une demi-finale qui s'est jouée à la belle. D'ailleurs, on aurait pu croire que ça aurait pu la fatiguer pour la finale. Il n'en a pas été ainsi. Et Mathilde Gros s'est imposée en vitesse individuelle. Première médaille d'or française. Il y en a eu 3 en tout. On va parler des autres médailles d'or dans un instant. Mais vendredi, Nicolas, vous avez suivi avec plus d'attention cette course de Mathilde Gros en vitesse individuelle et aux côtés de sa famille qui était présente en nombre en tribune jusqu'à son sacre et à la remise de la médaille d'or. Oui, effectivement, Grégory. Alors, je vous ai dit, j'étais dans l'anneau central au début au niveau des premières demi-finales. Et puis, au deuxième demi-finale, je suis allé voir la famille qui était en tribune et je vais commencer par cette séquence très forte, Grégory. Mathilde Gros vient de remporter sa finale face à l'Allemande Léa-Sophie Friedrich. La pistarde de 23 ans est championne du monde de vitesse individuelle. Elle va rejoindre sa famille en tribune. C'est la fin de ce premier best-of du 7-8. La suite du mois d'octobre, demain, même heure. Bonne fête sur TV78.